Bienvenue, mes amis, à cette émission Appel de l'aurore. Vous me reconnaissez, mon nom est Marie-Josée Roux. Je vais faire avec vous aujourd'hui la découverte de mon invité que je connais à peine, mais qui va nous faire voyager grâce à ses récits de voyage. Bienvenue, Geoffrey Corbeau. Merci d'être là. Geoffrey, on m'a chaudement recommandé de t'interroger parce que tu as une histoire de vie très, je dirais, particulière, un peu hors norme, d'où l'intérêt de te recevoir à cette émission pour entendre ce qu'un parcours hors norme crée chez un homme comme toi. Merci de te prêter au micro d'Appel de l'aurore. On commence, disons, ton parcours vers l'âge de 17 ans. Tu m'as dit que t'es venu tout à coup, une intuition de voyage. Explique-moi comment ça s'est passé, pour le bénéfice. Ben, je te dirais qu'étant adolescent, tranquillement pas vite, il y a une espèce de mal-être spirituel qui s'est installé en moi, une quête de sens, quête d'identité. Je me sentais aliéné un peu de la société moderne. Il y avait trop de non-sens, trop d'injustice, trop de misère. Je me disais, my God, dans quel monde on vit, tu sais. Puis, j'étais un passionné d'histoire, de géographie, de photojournalisme beaucoup aussi. J'explorais beaucoup les livres, on voyait la condition humaine, la guerre, puis c'était des sujets qui me touchaient beaucoup. J'étais vraiment très interpellé à aller voir ça sur le terrain. Puis, je suis rentré au cégep en arts et lettres de communication pour devenir journaliste, justement. Puis, après 2 jours, j'ai compris que non, c'est pas sur un banc d'école que ma place. Je vais aller sur le terrain, aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai quitté l'école, je suis parti en voyage la première fois pour 5 mois avec mon sac à dos en Europe, aller déambuler pour essayer de juste me laisser guider par mon instinct, mon intuition, me laisser aller. Puis, j'ai pris la piqûre du voyage à partir de ce moment-là. Puis ça a été un mode de vie pendant plusieurs années, là. Je t'arrête tout de suite, Geoffrey. Tu as 17 ans. Tu attrapes la piqûre du voyage en voyageant, mais tu as une famille, tu as frères et sœurs, probablement. Comment ils réagissent face à ton envie de découvrir le monde? Ils ont peur, ils sont soutenants, ils ont pas le choix. Quelle était à ce moment-là ben, je te dirais que mes parents m'ont détermination? Mes parents m'ont fait confiance dans ce processus-là. Je pense qu'ils savaient que j'avais quelque chose en dedans qui me poussait à faire ça. Ils savaient que j'avais une tête sur les épaules aussi. J'étais un gars intelligent, cultivé, mais j'avais quelque chose là, qui me tracassait. Ouais. Puis que c'est comme si il y avait une foi puis une confiance en moi que si je pouvais me sauter hors du nid, je revenais, maman, t'inquiète pas. Je vais revenir, maman, t'inquiète pas, mais quand même, pour une mère, laisser partir son jeune à peine, pas encore, même pas dépasser la majorité, pour un père aussi, c'est quelque chose. Oui, ils savaient que j'étais débrouillard. Mais je trouve ça très beau, la confiance qu'ils ont fait en ce qu'ils avaient semé jusqu'ici, en toi, chez toi. Ils ont fait confiance à ça. Puis au lien, probablement, qu'ils avaient avec toi. Mais je pense qu'ils voyaient que j'avais quand même fait mes preuves dans d'autres aspects de la vie, comme en tant qu'être humain responsable. OK. Je pense que j'ai redonné aussi l'amour, la communication. Fait que j'étais pas nécessairement un jeune isolé qui envoyait promener ses parents. Non. J'ai gardé le lien actif. C'est ça. C'était pas contre, c'était pour. Tu voulais pas voyager contre une situation. Tu voyageais pour découvrir, pour découvrir qui tu étais aussi quelque part. Oui, mais il y a quand même à travers ça aussi de me sortir de ce qu'on m'avait inculqué comme valeur morale, sociétale, pas nécessairement contre mes parents, mais contre la société. On dirait que je venais d'une bonne famille, justement. J'avais tout ce que je fallait pour être bien et correct, mais j'ai directement tombé dans le milieu de l'itinérance, en me mélangeant aux sans-abri, aux toxicomanes, aux vagabonds, aux jeunes de la rue, partout à travers le monde. C'est comme si la désertion que je ressentais en dedans de moi, c'est à travers les gens qui rushent que je me sentais que c'était ma famille, que comme eux autres aussi, il y avait quelque chose qui les tracassait en dedans, qui est bugué avec la vie, puis que je pouvais être en relation avec ça à travers ces gens-là.
Donc, ouais, j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui avaient des expériences de vie, de l'abus, de la violence, l'alcoolisme, la drogue. Chose qui n'était pas mon cas, mais je pouvais quand même être de support avec eux. Ces gens-là t'attiraient, comme Ouais. tu avais une fascination pour ce qui les avait amenés là. Oui. Ouais. Est-ce que tu avais l'impression qu'ils pouvaient t'apprendre quelque chose? Oui et non. Je dirais que naturellement, j'étais intéressé à aider mon prochain. J'étais intéressé par comprendre les rouages aussi de la désertion humaine, de l'itinérance. Je pense que je développais l'aspect sociologique, psychologique aussi. Mais c'était pas... je prenais des notes dans mon esprit, là, tu sais. Je faisais un peu c'est comme du journalisme d'enquête sur le terrain, là. Tu sais, quand on se dit que pas que je les espionnais, mais je me mélangeais là-dedans pour pouvoir en témoigner comprendre après ça, là. Ouais, la pouvoir mieux nature comprendre. humaine. Ouais. C'était une forme de quête de ton identité, de quête spirituelle. Comment tu décrirais ça aujourd'hui? Je te dirais que c'était pas... c'était naturel, c'était intuitif. J'avais pas... je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas préparé, je l'ai pas prévu. C'est vraiment naturellement que je me mélangeais à cet univers-là, puis que c'est devenu comme un mode de vie, puis c'est venu à me dominer aussi. Puis, à te dominer? Ouais. Tu veux dire qu'à un moment donné, tu as comme eu l'impression que tu avais perdu le contrôle? Non? Un peu. Oui? Oui, un peu. Je te dirais qu'à force de traîner dans les côtés plus sombres de la vie, je suis devenu de plus en plus sombre, moi aussi, tu sais. Puis, je côtoyais beaucoup de personnes qui consommaient, fait que moi, dans mon esprit, de vouloir vivre les traumas ou les expériences des gens, je faisais les substances avec eux. Donc, ce qui m'a amené dans un paquet de substances aussi illicites, puis l'expérience assez intense, là. Donc, ouais. Donc, tu fais un premier voyage à Paris, 5 mois, puis ensuite, tu voyages un peu partout à travers le monde. Ouais, je suis revenu au Québec. J'ai travaillé un tout petit peu comme dépanneur comme dans un dépanneur de nuit quelques mois pour faire un peu d'argent. Je suis parti après ça dans l'Ouest canadien. C'est là que j'ai vraiment plus rentré. Il y a beaucoup d'itinérance dans l'Ouest canadien, à Vancouver, à Kelowna, dans les grandes villes. Donc là, j'ai comme un peu... Ça fallait que je développe un peu plus de courage puis de connaissances terrain pour pouvoir approfondir de plus en plus cet univers-là. Puis suite à ça, je suis revenu à Montréal. J'ai fait un programme d'insertion sociale en cinéma au POPS, au Centre des jeunes de la rue de Montréal. Puis après ce programme-là, j'avais le côté cinéma visuel qui était né en moi. Puis après ça, j'ai fait un tour du monde d'une année. Je suis parti... j'ai pris le billet d'avion le moins cher que j'ai trouvé sur Internet, qui était vraiment bizarre. Ça partait de Halifax, en Nouvelle-Écosse, à l'autre bout du Canada, pour me rendre à Belfast, en Irlande du Nord. 330 $. Je suis comme, c'est bien bizarre comme billet d'avion, ça, je le prends. L'aventure. Ouais, je suis parti avec un billet aller là-bas en Irlande, sans aucune destination, sans aucun billet de retour, j'avais aucune idée. J'ai juste demandé à la vie, OK, je me laisse aller, guide-moi, donne-moi un parcours hors du commun. Puis c'est au fur et à mesure des rencontres, de la route, une personne qui dit « va à telle place », que finalement, je rencontre quelqu'un qui va dans tel pays, que je me suis ramassé 1 an plus tard, à l'autre bout du monde, à Calcutta, en Inde. Ah oui? J'avais jamais pensé à là dans ma vie, c'était même pas dans ma liste de pays, c'était juste les circonstances qui m'ont amené à aller jusque-là. Là. Tu te débrouilles comment? La langue, toujours l'anglais? Oui. J'apprenais les mots d'usage. Avec l'anglais? J'apprenais les mots d'usage de chaque pays. Puis j'avais ma guitare, je suis musicien, donc je jouais de la musique à la sortie des bars en Irlande, en Écosse, en Islande. C'est comme ça que tu réussissais à financer la suite? Oui. Mais je payais pas pour me déplacer, je faisais du pouce, je me cachais dans les trains. Les gens me donnaient à manger, je mangeais dans les centres de sans-abri. Je dormais dehors tout le temps, belle étoile, sur le toit des immeubles, dans les ruelles, dans les parcs, dans les châteaux abandonnés, un peu partout. Là. C'était très... ça faisait très Rode-Gouttière, mon affaire. Ouais, je me suis des fois mis dans des contextes. Mais à la fois, c'était le fun aussi, ça me donnait des histoires à raconter. D'adrénaline, hein? Ouais. Beaucoup de surprises, un peu de
peur, un peu d'appréhension, beaucoup de confiance aussi. J'imagine que tu as fait des rencontres de personnes merveilleuses. Oui, il y a eu, tu sais, la planète regorge d'humains incroyables. Puis il y en a eu beaucoup sur ma route. J'ai eu quelques mauvaises expériences, mais j'ai vraiment une bonne étoile qui m'a quand même guidé à travers un paquet de choses rocambolesques qui me sont arrivées. J'ai quand même toujours été très chanceux, puis il y avait toujours des personnes lumineuses qui étaient là quand ça allait pas, tu sais. Fait que, oui, parce que tu dis, je suis partie quand même avec un côté sombre à explorer, donc tu dois l'avoir trouvé nécessairement. Tu es face à toi-même, là, même si j'imagine, en tout cas, j'essaie d'imaginer parce que pour moi, c'est de l'abstraction, mais tu as certainement visité autant ton côté lumineux, ta capacité de rebondir, de faire face à la vie, que ce qui te tire par en bas. Tu as eu peur de mourir? Non. Non? J'ai pas eu peur de mourir. J'ai eu quelques circonstances, comme je disais, qui étaient dangereuses. Un petit peu moins recommandables. Oui. Mais je te dirais qu'en bout de ligne, le côté obscur a plus gagné. Je me suis laissé plus happer dans ce halo-là. Il y a bien des jeunes qui voyagent, font le tour du monde, ils reviennent, sont gonflés à bloc d'espoir. Moi, je me suis complètement vidé de mes énergies puis de ma lumière, là, je te dirais. Là. Comment c'est revenu? Ça a pris quand même du temps, je te dirais. Je te dirais que la lourdeur que j'ai développée dans des voyages, dans des conditions pas faciles, ça m'a quand même resté, ça m'a marqué. Dans mon spectre énergétique, ça reste là. J'ai comme toujours un souci de la planète. C'est comme si avoir constaté aussi tellement de misère humaine, mettons en Inde, ou comme de voir des gens qui rushent, que pendant longtemps, j'ai comme eu cette croyance-là que si je suis heureux, mais c'est comme si je les abandonnais. Donc, c'est moi des moments de plaisir. C'est comme je me disais, t'as pas le droit d'être heureux parce que t'es pas... Oublie pas que t'as vu des gens malheureux. Ouais. Puis ça me reste encore, des fois, ces liens-là dans mon intellect. Là. Puis j'ai appris après ça à apprécier la vie puis faire en sorte, OK, ben, c'est en étant heureux que je vais comme pouvoir avoir un impact positif. Là. Ce genre de phrase qu'on dit souvent, que j'ai toujours eu de la misère à moi-même dire, mais ça, à un moment donné, j'ai comme pas eu le choix de faire le shift parce que ça devient pas vivable à un moment donné. Là. Donc, porter, j'ai l'impression qu'à quelque part, tu avais le sentiment de porter sur tes épaules la misère du monde. Oui, j'étais tout à fait dans un esprit messianique, là, l'archétype du sauveur, du héros. Puis tu veux pas, j'ai marché dans cette voie-là, autant que j'étais allé dormir tout seul à Auschwitz, là, au camp de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, pour me remémorer les personnes qui sont mortes là-bas. Autant que je suis allé à Jérusalem, je suis allé sur le bord de la mer Rouge, des lieux bibliques aussi, pour comme je baignais dans cet univers-là, aussi des grands moments de l'histoire qui ont marqué l'humain, tu sais. Puis ça... Donc, tu dis, je me suis laissé bercer par des choix, mais tu avais des choix qui s'orientaient vers des expériences que tu voulais vivre aussi. Auschwitz, c'est certainement pas un choix qui s'est imposé, c'est qu'à quelque part, il y avait un désir aussi, parce que ça peut être évité aussi. oui, tout à fait. C'est sûr que, tu sais, tu avais quand même l'orientation en toi de ce que tu voulais vivre. Oui. C'est sûr que je les vivais toujours dans un contexte. C'est comme si je voulais pas faire comme tout le monde, arriver devant la Tour Eiffel, puis prendre une photo, puis m'en aller. C'est comme s'il fallait que je trouve une façon de vivre ces choses-là toujours d'une façon différente. Faire quelque chose autour de la Tour Eiffel qui sortait de l'ordinaire. Puis, alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Pour la Tour Eiffel, je pense que j'ai rien fait de spécial. OK. Mais pour Auschwitz, d'aller dormir là, tout seul, ça, c'est pas grand monde qui fait ça, mettons. Oui. Mais c'était plus une façon de voyager un peu de façon, qu'on dit, underground ou alternative. Là. Ouais. La lumière, comment elle est revenue, j'insiste? Parce que c'est touchant pour moi d'entendre dire ma lumière était comme un peu éteinte. Comment ça se rallume? Ben, je te dirais qu'en ayant des enfants aussi, je veux pas
quand tu as des bébés qui commencent à sourire, ces premiers moments-là, je veux pas, il y a comme une ouverture du cœur qui se fait. Ça a été très thérapeutique pour moi d'élever mes enfants, que quand tu les regardes, tu veux leur montrer le papa qui sourit, tu sais. Donc, un jour, tu as trouvé une femme avec qui tu as eu l'envie d'avoir des enfants. Ils sont venus. Ouais. Puis ça a changé quelque chose. Ouais, ça a débloqué quand même, ça a débloqué quelque chose en moi. Après ça, je te dirais que il y a eu, à un moment donné, une accalmie qui s'est faite. Je suis retourné dans l'Ouest canadien, dans les montagnes. J'avais un travail, il y avait un contexte de vie qui était apaisant, yoga, alimentation, un travail qui me représentait. Je jouais de la musique. Donc là, différents aspects étaient nourris pour faire en sorte que je puisse me sentir un peu mieux, mais il y a quand même toujours quelque chose qui est resté. Mais au moins, c'était pas toujours essayer de nager pour avoir une once de bien-être, là. J'étais quand même capable d'être un peu plus heureux, mettons. Qu'est-ce qui t'aide? Tu as parlé de yoga, bonne alimentation. Quels sont tes... Bien, c'est un mélange de tout. C'est très holistique, autant que la santé physique. Je pense que d'avoir les bons amis, mais des fois, ça vient vraiment naturellement. Des fois, j'ai la lumière du soleil dans un moment X, quand il y a comme... une gratitude qui vient de remercier la vie, que tu te sens bien. Des fois, tu jumpes là-dessus. Je pense que c'est ces moments-là de gratitude envers la vie qui peuvent surgir des fois, qui sont comme qu'on les prend, tu sais. À un moment donné, j'étais comme un peu... j'ai eu beaucoup d'épiphanies que genre, OK, ça va changer. J'ai comme catché la solution sur le bonheur. Puis qu'une heure après ou le lendemain, ça s'atténuait tout. Qu'à un moment donné, je commençais très sur mes gardes quand j'avais des moments de bonheur, que je me suis mis en mode équanime, puis plus d'émotion parce que le high, il y a toujours un down qui s'en vient. C'est comme si je me mettais sur mes gardes à vouloir... En attente de ce qui allait arriver. Ouais. Je voulais juste pas me faire mal à espérer que ça allait changer éternellement. Donc, je voyais le bonheur un peu toujours avec des gants de boxe, là, tu sais. Ouais. Puis maintenant? Mais ça va, il y a des hauts et des bas, comme toujours. Mais là, tu t'es installé, je dirais, à Victoriaville. Pour un nomade comme toi, c'est tout un exploit. Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui donne sens maintenant à ce que tu vis? Ben, j'avais essayé Après avoir passé autant d'émotions, tu sais, c'est parce que j'ai l'impression que tu as vécu des émotions grandioses. Là, revenir à la routine d'un quotidien très, je dirais, pas ordinaire, il n'y a rien d'ordinaire, mais plus routinier, plus prévisible. Ben, c'est sûr qu'avec les enfants, j'étais déjà un peu plus groundé, là, sédentaire depuis quelques années. J'avais essayé de refaire ma vie à Sherbrooke après ma séparation, puis ça a été compliqué de pouvoir me placer, me positionner artistiquement, professionnellement. Puis j'ai essayé Victoriaville après ça, puis on dirait que ça s'est mieux placé. C'est comme s'il y avait plus d'opportunités pour quelqu'un comme moi de pouvoir œuvrer socialement. Puis ça fait 3 ans, puis vraiment, il y a comme... tu sais, je me suis bien installé dans différents domaines, à la télé, à la salle de spectacle, dans la culture, dans les écoles. Je me suis impliqué aussi comme conférencier jeunesse. Je fais des projets de médiation culturelle auprès des jeunes aussi. Donc, c'est beau, ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est de la médiation culturelle? Bien, c'est de mettre en lien les jeunes avec différents médiums artistiques, créer des projets sociaux, culturels avec eux. J'avais fait une exposition de photos dans la ruelle ici à Victo, avec des portraits de jeunes, avec des idéaux qu'ils avaient mis sur des pancartes. Après ça, j'ai accompagné un groupe de 10-12 jeunes adolescentes pendant près d'1 an au Boisé dans des ateliers d'art de rue, de street art. Je suis un passionné d'activisme artistique aussi. Puis souvent, ça passe par le graffiti, le collage, le pochoir. Donc là, je leur montrais un peu comment changer le monde avec l'art, puis comment le pitcher dans les murs de la ville. Puis ça, c'est tous des projets qui ont été soutenus par la ville, par des bourses. Fait qu'il y a comme quelque chose qui est installé à Victo quand même. Il y a une ouverture pour un gars comme toi ici. Ouais. Tu as trouvé ton il y a un créneau. bon filon. Ouais.
Tu dis que tu travailles avec les jeunes. Tu as envie de transmettre quelque chose maintenant? Tu as ce désir-là. Quelle est la transmission que tu veux faire? Ben, je partage mon voyage autour du monde que j'ai fait pendant 1 an dans les cours d'éthique et culture religieuse, qui parle des différentes religions du monde, mais aussi, moi, j'amène le côté plus spiritualité personnelle, de voir comment, à travers le voyage initiatique, les jeunes peuvent apprendre à se découvrir, peuvent apprendre à aller chercher en dedans d'eux ce lien-là avec la vie, cette conversation-là avec quelque chose de plus grand, apprendre à se faire confiance à leur instinct, à leur intuition, de reconnecter avec ça. Puis, je partage en même temps les expériences culturelles que j'ai eues avec les différents peuples, les guerres, pour qu'ils comprennent que, au-delà de leur écran cellulaire, ben, il y a comme une planète géniale à explorer, qui a des milliers d'années d'histoire, il y a eu des bouleversements humanitaires, puis qui, j'espère, ça les interpelle à vouloir plus s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, autant que je le suis, parce que c'est quelque chose, c'est un des enjeux qui me parle beaucoup. Chez les jeunes, que la technologie va happer leur attention puis leur âme. Je veux pas que TikTok va devenir de plus passionnant que n'importe quelle autre chose. Donc, c'est ma façon de militer un peu pour essayer que l'aspect humain prévaut au-delà des écrans, en tant que tel. La nature, tu es soucieux de la préservation de la nature? As-tu des trucs, as-tu des idées où tu es un peu défaitiste? Ben, je te dirais qu'on peut pas protéger la nature sans passer par l'humain, dans le sens qu'il y a une profonde rééducation à faire des mœurs et coutumes de l'humain au quotidien avant de penser à sauver le monde. Parce qu'on est comme, veut pas... Connecté. Oui, tout à fait. L'humain, la nature, c'est tout... le pape François le décrit bien dans son encyclique « Loué sois-tu », comment la terre, qui est notre maison commune, est soucieuse, est en lien direct, est une pauvre finalement dans notre monde, qu'on protège mal, tout comme on protège mal aussi les pauvres de notre société. Tu es sensible à ça? Oui, en même temps que je le sais que souvent on veut nous-mêmes nous responsabiliser pour ça, mais il faut quand même pas se mettre la tête dans le sable puis réaliser qu'il y a des oligarches et des multimilliardaires élitistes de ce monde qui se dissimulent dans les tours de cristal, qui contrôlent tout et qui asservissent l'humanité à du pain et des jeux, puis qui détériorent, ils vont détériorer tout ce qui existe jusqu'à la dernière once de vie sur Terre si on continue à les laisser faire. Donc, à les laisser grossir, hein? Oui, j'ai une pensée très altermondialiste aussi, je veux pas... Je comprends les rouages du capitalisme dévastateur à tout prix, puis je veux pas... pour moi, c'est une façon de protéger l'avenir de nos enfants, mais en même temps que je suis aussi coupable que tout le monde, tu sais. C'est ça. J'ai pas... je conduis un char, je mange de la viande, fait que j'ai pas vraiment mon mot à dire sur protéger la terre. Je participe à ça aussi, tu sais. On est un peu dans une question, mais il faut se poser les questions. Maintenant, est-ce qu'on obtient les réponses? Moi, je trouve que tu as obtenu beaucoup de réponses dans ta quête. Puis ce que je trouve beau, c'est que tu cherches à partager avec les jeunes ce que tu ouvres pour moi, c'est l'originalité de la façon dont on peut obtenir des réponses. Tu permets aux jeunes, par ton histoire, par ton récit, de trouver une façon originale de répondre à leur quête, à leurs questions. Comment tu soutiens tes jeunes, les tiens, tes enfants? Comment tu répondrais, par exemple, à tes enfants qui diraient « Moi, papa, je veux voir le monde comme toi » ou tu les encouragerais, tu les accompagnerais? Je les accompagnerais, c'est sûr. C'est ce que je pensais. Je rêve. J'ai appelé mes enfants avec des noms de tribus. Mon garçon s'appelle Maasai, comme les Maasai en Tanzanie, au Kenya.
Parce que je me dis, c'est sûr qu'un jour, on va partir en backpack, aller les voir. Puis ma fille s'appelle Leia Maori, comme les Maoris en Nouvelle-Zélande. Donc c'est pareil, j'espère, je chéris le rêve de pouvoir faire ces voyages-là avec eux pour à la découverte de l'origine de leur nom. C'est quelque chose qui me ferait grand plaisir. Ouais. Je te remercie pour ton implication, pour le fait que tu es un artiste qui touche plusieurs sphères. Moi, on est presque, je dirais, presque opposés, mais chacun, on a une place, un mot à dire aux gens. Je te remercie pour ton passage à l'émission, mais surtout, je suis touchée par ta façon d'habiter aujourd'hui et maintenant, ce que tu as reçu de ce qu'on t'a appris. Merci de nous l'avoir partagé. Moi, tu me donnes envie de partir autrement qu'en voyageant dans les tout inclus, là, où on voit tout, où tout est inclus, mais il n'y a pas de place pour la découverte. Merci pour ton partage de rêves. Merci pour ce que tu nous as apporté de réconfort aussi, puis de défis, parce que le défi de la protection des petits, on le porte ensemble. Mais c'est gentil, j'apprécie être là. Merci de l'invitation. Merci pour ce que tu fais à Victo. Puis merci pour l'originalité de ce que tu apportes à la télé communautaire. Merci. Et je vous salue à vous tous à la maison. Je vous remercie Gérard et Gilbert pour leur service technique. Merci à toi, Claude, pour la régie. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.